mais j'ai une journée assez. Super. Non. Alors, on va laisser Ilan prendre son souffle. Je vais prendre 2-3 minutes d'introduction pour vous présenter le sujet que nous avons décidé d'aborder ce soir. D'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je reconnais énormément d'amis, donc je ne citerai personne, mais ils se reconnaîtront. Beaucoup de personnes qui ont répondu présent à notre invitation. C'est vrai que très longtemps pour nous, la fête de Hanouka, en Khoutzlaretz, en France, en Afrique du Nord, en Europe occidentale, orientale, c'était la fête du miracle de la fiole. Mais avec la création du sionisme, petit à petit, on a repris aussi le narratif d'un élément fondamental de la fête de Hanouka, qui est l'héroïsme juif, qui est la victoire du petit nombre sur le grand nombre, qui est la victoire d'Israël, de l'indépendance d'Israël, puisque ça nous a permis de créer l'État des Asmonéens grâce au combat des Maccabim. Et donc, petit à petit, dans notre histoire israélienne et du sionisme, la fête de Hanouka a pris cette valeur de l'héroïsme. Et nous avons décidé, et je le remercie d'avance pendant qu'il s'installe, notre ami Ilan Moreno, d'avoir accepté notre invitation, parce que je pense, comme vous savez, que notre émission est orientée sur le sionisme avant tout. Et le sionisme et l'héroïsme, je crois que c'est deux valeurs que l'on retrouve énormément dans la famille Moreno, et j'espère que Ilan prendra le temps, maintenant qu'il est installé, de nous parler un petit peu de l'histoire, de son alia, de l'histoire de son parcours personnel, de l'histoire qui remonte, je vais dire, au moins à sa maman, et vous comprendrez pourquoi je dis ça, évidemment à lui-même et aussi beaucoup à ses enfants, dont le plus connu, et ce n'est pas le seul, est Emmanuel Moreno, Zecher Tzadik Livracha, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, mais je crois que aussi l'histoire de la famille organique de Sylvia et d'Ilan en Israël, pour nous, une histoire au niveau du sionisme qui est un exemple. Et ce n'est pas pour rien que je retrouve parmi nos amis ce soir beaucoup de personnes qui étaient des militants de la première heure, des gens qui ont aussi eux-mêmes été des gens actifs dans le monde sioniste. Et voilà, je crois que si on peut s'éclairer un petit peu des lumières de cette histoire héroïque de la famille Moreno, avec le peu de choses qu'il pourra nous dire, parce que vous pensez bien que nous ne sommes pas là pour faire des scoops, nous sommes là simplement pour rendre hommage et pour essayer un petit peu plus de comprendre, et à travers l'histoire d'une personne et d'une famille, de s'identifier un petit peu plus. Alors on aura appris beaucoup. Voilà, je vous remercie. Vous ne pourrez pas évidemment être actif en parole, mais vous pourrez éventuellement poser des questions. On ne s'engage pas à vous donner les réponses aux nombreuses questions que vous aurez, parce qu'on ne peut pas tout dire, et on peut même très peu dire de choses, mais il y a pas mal d'autres choses pas moins intéressantes qu'Ilan pourra nous raconter. Toda Rabba, Chagurim Sameach, et que les lumières de Hanouka éclairent tous notre vie et pour tout le peuple d'Israël. Toda Rabba, Ilan. Bonsoir, Chagurim Sameach, fête des Lumières. Hanouka est vraiment la fête des Lumières. Et elle nous éclaire la partie la plus sombre de l'année. Et j'espère qu'elle continuera à éclairer toute l'année des lumières de toutes nos bougies. Combien? 8, plus 7, plus 6, plus 5, enfin, pas mal de bougies. Voilà. En fait, ma vie est beaucoup plus simple que celle que notre ami a racontée à l'instant. Nous sommes d'une famille israélienne moyenne. Nous avons fait notre aliyah en 1972. Nous avions quatre garçons. Ma femme et moi avions fini nos études en France et avons fait une promotion à l'école Gilbert Bloch d'Orsay sous l'égide et sous l'enseignement de Manitou. Et puis voilà, nous sommes montés comme des milliers et des milliers de Français et d'autres pays, à la suite sans doute de la guerre des 6 jours, montés en Israël en 72. On avait un petit peu de retard, mais bon, en gros, nous avons fait comme la plupart des Français, nous avons mis un petit peu de temps à faire nos valises et nous sommes montés. Notre 5e garçon est né en Israël. Et voilà, si nous sommes connus, malheureusement, ce n'est pas par nos mérites, ni à ma femme, ni à moi, bien que ma femme ait beaucoup de mérite, au moins d'avoir fait 5 garçons tout à fait pétillants. Mais surtout au mérite
de nos enfants et probablement, et surtout d'Emmanuel, tombé il y a bientôt 15 ans au combat. Et, et aussi un petit peu, et pas un petit peu, beaucoup, je dois beaucoup à ma mère qui a joué Ninette. un rôle, Ninette, bravo, qui a joué un rôle certain dans le déroulement des événements d'Entebbe qui ont amené à la libération de 100 et quelques prisonniers. Ils étaient vraiment prisonniers. Et bon, j'en dirai peut-être un petit mot au courant de notre entretien. Quoi qu'il en soit, j'imagine que lorsqu'on parle de Hanouka, on parle de la Gvoura, on parle de l'héroïsme. Et on parle de l'héroïsme, lorsqu'on parle d'héroïsme, on pense à Emmanuel. Non, d'abord, il y a en Israël des dizaines d'Emmanuel qui, Baruch Hashem, sont vivants et donc on n'en parle pas. Et qui agissent sous le manteau. Bon, ces 2 dernières années avec le corona, agir avec un masque, c'est une affaire tout à fait courante. Mais qui ont passé leur vie, qui passent leur vie à jouer un rôle de défense de l'État avec un masque, réellement avec un masque. Voilà. Emmanuel est tombé il y a 15 ans au cours d'un combat inattendu en quelque sorte, parce qu'en réalité, il agissait dans le cadre d'une mission qui était supposée être discrète, secrète, dont le but ne m'est pas connu. Il a passé toute sa vie en réalité pendant 17 ans d'armée à remplir des missions dont les buts restent jusqu'à présent secrets. Et cela comprend également la dernière mission dont nous connaissons que ces résultats bien tristes pour nous. Cette mission s'est faite au lendemain, ou quelques jours après la fin de la guerre du Liban, la seconde guerre du Liban. Et c'est une mission qui avait été prévue un mois avant, mais qui avait été repoussée. On attendait des journées beaucoup plus calmes pour établir ces missions. En général, ce sont des missions de renseignement, pas des missions de combat. Le combat se passe lorsqu'il y a un petit problème dans la mission et qu'on doit soit se défendre, soit attaquer. En tous les cas, tirer une arme dans ce genre de mission est très rare. La discrétion fait partie des qualités qu'on demande aux gens qui remplissent ce genre de mission. Emmanuel a eu une enfance comme ses frères, tout à fait classique pour des fils d'Olim Hadashim, venus de France ou d'ailleurs. Mes enfants ont grandi dans un quartier de nouveaux immigrants dans la région de Jérusalem. Mais qui avait ceci de particulier que c'était vraiment la tour de Babel. Dans notre immeuble où il y avait 20 appartements, il y avait 17 pays d'origine. Ce qui était dominant, c'est-à-dire 3 familles venaient des États-Unis. Bon, alors donc, ça faisait un certain poids. Mais tout le reste, c'était des gens de tous les pays du monde. Venezuela, Maroc, Espagne, Angleterre, etc., Russie, Géorgie, enfin de partout. Ça a été, mes enfants ont une enfance très, 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 très enrichissante. Le fait de vivre dans un immeuble, dans un quartier où on parle 36 langues différentes. Surtout les premières années où on ne parle pas encore l'hébreu. Et où on a des relations avec des gens qui viennent de civilisations, mais totalement différentes. Et donc, ils ont une jeunesse très, très, très enrichissante. Voilà, ils ont eu un parcours à part ça normal un lycée, dans une école primaire, ensuite dans un lycée Dati Leumi, c'est-à-dire Dati Leumi, religieux et national. J'aime pas beaucoup ni religieux ni national. Enfin, c'est une traduction très, très approximative de Dati Leumi. Voilà, c'est ce que je peux dire en gros, c'est-à-dire que rien ne laissait prévoir qu'Emmanuel un jour se détacherait du peloton
et deviendrait ce qu'il est devenu, d'autant plus qu'il a toujours été très humble, très modeste, donc très, très difficile de distinguer jusqu'au dernier jour de sa vie qu'Emmanuel pouvait jouer un rôle sur le plan de la sécurité très particulier. Quand je dis très particulier, c'est très particulier. Ces missions étaient autorisées par le chef du gouvernement, suivies de près par le chef d'état-major, le ministre de la Défense, pas toujours été le ministre de la Défense professionnel, mais enfin, au moins par le chef d'état-major et ceux qui étaient en droit de savoir quelle mission on remplit ce jour-là. En réalité, Emmanuel se destinait à être un soldat Golani, comme ses frères. Le rêve d'Emmanuel, c'était d'un soldat comme tout le monde. Et quand je dis son rêve, eh bien, son rêve, on le voyait sur la porte. Il était lieutenant-colonel dans une des unités d'élite d'Israël, la série de Matkal. Et sur sa porte, il y avait le drapeau de Golani. Emmanuel a toujours rêvé d'être Golani. Il a toujours rêvé d'être soldat dans une unité populaire et non pas dans une unité d'élite. Et ceux qui rentraient dans son bureau savaient dans quel bureau il rentrait. Dans quelqu'un qui, sur sa porte, a deux choses. Un, le drapeau de Golani. Deux, Ezeu Gibor à Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. C'est-à-dire, qui est le héros? C'est celui qui sait contrôler ses instincts. Et c'était le cas d'Emmanuel. C'était un garçon très calme, très contrôlé. Et ce qui l'a distingué de ses frères, c'est qu'aussi c'était un bon élève. C'était rare dans la famille Moreno, bon élève. En général, on était toujours convoqué à l'école pour ou la veille d'un renvoi, ou enfin la veille d'un scandale. Le seul qui restait comme ça dans l'ombre, c'était Emmanuel. On n'avait jamais été convoqué. D'ailleurs, ça nous inquiétait beaucoup. On se demandait s'il allait à l'école. Et non, enfin, c'est sans doute parce qu'il était un élève calme, qui faisait son boulot, ni plus ni moins. Et à ce propos de ni plus ni moins, je voudrais vous citer ce que dit le Rav Steinsaltz, ce que disait le Rav Steinsaltz, lorsqu'il a expliqué toutes les lettres de l'alphabet. Il l'a fait dans une émission pour la télévision française. Et lorsqu'il est arrivé à la lettre Tzadik, Tzadik, alors il a dit le Tzadik, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire. Ouais, c'est pas très compliqué. Voilà, ni plus ni moins, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire. Et Emmanuel, c'était quelqu'un qui faisait ce qu'il faut faire, ni plus ni moins. Il était très ce qu'on appelle yéké. Voilà, il faisait ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui l'a distingué probablement des enfants qui l'entouraient, qui faisaient peut-être un petit peu moins, ou souvent un peu plus. Et donc, trop, c'est trop. Il a commencé sa carrière un an avant de rentrer à l'armée, en décidant d'étudier dans une yeshiva qui venait d'être créée, qui était une yeshiva préparatoire à l'armée, qui s'appelle Elim, qui porte le nom du petit village dans lequel elle a été créée. Et comme son frère qui l'a précédé, il a étudié dans la deuxième promotion de cette école. Et c'est ce qui a donné à Emmanuel la force morale, spirituelle, de faire ce qu'il a pu faire. Emmanuel est un garçon qui a étudié énormément. Il a appris à étudier dans cette yeshiva. Il a étudié avant, bien sûr. Dans cette yeshiva, il a appris à étudier. Et là, il a appris à étudier à peaufiner les qualités qu'il avait déjà, qui lui ont permis plus tard d'avoir du sang-froid, de se contrôler, sachant que ce qu'il faisait, c'était pour Am Israël et pour Torah Israël. Peut-être Torah Israël et Am Israël. Je ne sais pas dans quel ordre, mais enfin, pour les deux.
Voilà. Emmanuel, pour sa dernière mission, est parti comme beaucoup de ses missions en hélicoptère. On a retrouvé dans l'hélicoptère ce qu'il avait laissé avant de quitter l'engin. En fait, il était habillé avec un uniforme libanais, donc évidemment, il a vidé ses poches. Et on a retrouvé les livres qu'il portait toujours dans ses poches et qui lui permet d'étudier, même dans l'hélicoptère, pour ne pas perdre un instant. Emmanuel est un garçon qui sanctifiait le temps. Il ne perdait pas une seconde. Et lorsqu'il avait un peu de temps, alors il étudiait. Et il avait donc toujours un ou deux livres minuscules comme ça dans ses poches. C'était souvent les mêmes, du reste. C'était souvent les mêmes. Voilà, c'est un garçon qui a donné la priorité à l'étude, à la spiritualité. Ça lui a donné la force de faire des choses absolument, paraît-il, incroyables. Mais il faut vous dire la vérité, en Israël, il y a des choses qui... On est très bavard. Mais en réalité, il y a des secrets qui sont gardés, tellement gardés que nous, par exemple, les parents, n'avons aucune idée de ce que notre fils ou nos fils font ou ont fait. Et ça a l'air un peu fort de café parce que nous sommes des grands bavards, les Israéliens. Mais en réalité, nos enfants savent garder, nos enfants en général, savent garder le secret quand il le faut. Et donc, on n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Mais apparemment, il a fait des choses absolument phénoménales et sans doute grâce au fait qu'il accordait à ses missions l'importance qu'on accorde à une mitzvah. Il était très soucieux de remplir les mitzvot de la Torah qu'on peut remplir et qu'on peut remplir à l'étranger. Enfin, sans entrer trop dans les détails. Il a passé plus de temps au-delà des frontières qu'à l'intérieur des frontières. Voilà, en gros, c'est ce que je peux dire sur Emmanuel. Si le temps qui m'est imparti ou si les questions le permettent, je raconterai, j'imagine, je donnerai une image de ce qu'on sait et ce qu'on peut raconter. Le fait, Ilan, d'avoir été, sans flatter personne, le fils d'une famille de Pradeshim, qui arrivait avec une idéologie sioniste, avec une vision de Eretz Israël, avec une formation, comme tu l'as dit, à l'école d'Orsay, avec... Est-ce que tu penses que ça joue un rôle, je crois que tu l'as dit, mais... Absolument, peut-être pas nécessairement Orsay, je veux dire, pas nécessairement notre profil, tout le monde n'a pas fait Orsay, mais disons que les Juifs venus de France, d'abord, on retrouve énormément de jeunes dans les unités combattantes, énormément de jeunes Français dans les unités combattantes, ce qui veut dire que leur environnement, même pour ceux dont les parents sont restés en France, leur environnement est une préparation à une vie sioniste, à l'amour d'Israël. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais pas seulement pour les jeunes Français, je vois ça aussi pour les jeunes Américains. Beaucoup de nouveaux immigrants ou de jeunes qui viennent faire l'armée alors que les parents restent à l'étranger se trouvent servent dans des unités d'élite. C'est sans proportion avec leur nombre dans la population. Alors bon, c'est un peu la réponse à ta question. Pas nous comme famille, mais nous comme une partie des immigrants de ces années-là et même d'aujourd'hui. L'histoire a fait, tu as dit que la plupart des missions importantes pour lesquelles Emmanuel est sorti sont des missions qui viennent directement des ordres du Premier ministre. L'histoire fait qu'aujourd'hui, son collègue d'équipe, j'allais dire, est devenu Premier ministre d'Israël. C'est Bennett. Oui. Bennett était... En vérité, ils étaient trois amis avec une kippa sur la tête lorsqu'ils sont rentrés dans cette unité où le nombre de kippotes se comptait sur les doigts de main où il n'y a qu'un doigt. Et ça a été une première révolution. Ils se sont retrouvés à 4 en réalité avec une kippa sur la tête dans la même équipe. Un a lâché la première année. Ce sont des années, les premières années de formation sont très, très, très difficiles. Et lorsqu'on lâche, c'est pas dramatique. Enfin, donc, ils se sont retrouvés à 3 jusqu'à la fin du parcours. Bennett a quitté au bout de 3 ans. Il est passé dans une autre unité.
Au bout d'un certain temps, on les envoie faire un cours d'officier. Tout le monde ne revient pas comme officier dans cette unité. Emmanuel est revenu, ses amis non. L'un est allé ailleurs, c'est Bennett, et se retrouve aujourd'hui chef du gouvernement. Et le second, c'est Kahana, qui aujourd'hui est ministre du culte. Lui, une en carrière de revenant, pilote de ligne, une carrière de pilote de chasse. un pilote de chasse, et il est devenu officier, un officier important dans l'armée de l'air. Mais lorsqu'il est revenu, il a fini son cours d'officier, il n'y avait pas de place pour lui dans l'unité, donc il est allé faire autre chose, et il y a brillamment réussi. Et ils étaient donc trois amis, et bon, deux sont devenus ministres, et malheureusement, Emmanuel n'est pas parmi nous. Voilà. Et je voudrais vous dire que les qualités qui ont permis à Emmanuel de réussir, c'était d'abord le fait au départ, de venir d'une famille relativement modeste, c'est la nôtre, et il a dû faire de très gros efforts pour récupérer le gap social et donc intellectuel qui le séparait à quel âge est-il arrivé en jeunes. Israël? Nous sommes montés en Israël, il avait 1 an. Ah, Mais 1 an dans une famille qui ne parlait pas l'hébreu, dans une famille qui a mis du temps pour s'intégrer, pas beaucoup de temps, mais bon, un certain temps. Et donc, il s'établit entre lui et les jeunes de son âge. Mais c'est vrai dans toutes les. C'est vrai, pas seulement pour Emmanuel, c'est vrai pour tous les jeunes qui sont en Israël. Donc, à un moment, il faut qu'ils galopent plus vite que les autres parce que leur départ a été relativement lent. Et à cause de la langue, à cause de la culture, à cause oui, à cause de la culture surtout. Lorsque un enfant revient du GAN et qu'il chante un chant de Hanouka et que les parents ne savent même pas de quoi il s'agit, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Mais que les enfants résolvent en courant plus vite plus tard. Ce qui fait qu'Emmanuel s'est détaché du peloton, mais en travaillant dur, très dur. Emmanuel a travaillé très dur pour arriver là où il est arrivé et pour, par exemple, revenir comme officier dans cette unité, ensuite pour être pris dans, je ne peux pas donner de détails, mais dans une unité un peu plus pointue. À l'intérieur de la scène Matkal, il est une unité très pointue. On recrute deux éléments par an et on leur ajoute une formation supplémentaire qui va durer encore 2-3 ans pour les former à remplir certaines missions. Et sur lesquelles je ne donnerai pas de détails et pour la simple raison que je ne les connais pas. C'est comme ça qu'on garde les secrets en Israël. On ne les connaît pas, donc on ne peut rien raconter. Voilà. Et voilà, c'est ce qui fait qu'Emmanuel a pu réussir, c'est le fait qu'il il était conscient qu'il avait un certain retard à récupérer par rapport à ses copains israéliens, et il s'est battu pour ça. Et il a réussi. Il a réussi. Voilà. Alors, les missions que remplissait Emmanuel, c'était souvent des missions au-delà des lignes. Par exemple, parmi les plus connus, je crois les seuls aussi connus en réalité, c'est la libération bon, c'est pas une grosse opération, mais enfin, elle est connue, c'était dans le journal, la libération d'un chauffeur de taxi qui avait été fait prisonnier par des gens du Hamas et libéré, retrouvé quelques jours après par les services de renseignement. Et Emmanuel a dirigé l'unité qui est allée libérer ce garçon. Je donne un petit détail sur cela qui n'a aucun rapport avec le courage qu'il faut pour faire ce genre d'opération. On avait perdu toute trace de ce chauffeur de taxi et on me raconte, tout ce que je sais, c'est ce qu'on me raconte après qu'Emmanuel soit tombé. On raconte qu'on rentre au Beth Knesset où Emmanuel faisait sa prière le matin très tôt, en disant on sait où est le chauffeur de taxi, soyez prêts à faire quelque chose. Alors Emmanuel a aussitôt quitté l'endroit, a monté une petite
unité pour libérer, et celui qui me raconte cette chose-là est un jeune officier qui était officier à ce moment-là, et qui me l'a raconté après la mort d'Emmanuel. Il me dit voilà, et Emmanuel m'a appelé par le walkie-talkie en me disant tu vas prendre trois soldats. Entre parenthèses, Emmanuel était officier supérieur dans une unité où les gens étaient tous officiers. Cette petite unité spéciale, tout le monde était officier. Donc, ce jeune officier me dit, voilà, Emmanuel m'appelle, me dit, tu vas prendre trois de tes soldats, qui étaient officiers, et vous allez vous rendre dans tel village. Nous assurons une couverture autour du village de sécurité, mais vous rentrez dans le village, le chauffeur est dans un puits, il est gardé par telle et telle personne, vous les descendez, et lui, vous le remontez du puits. Et puis, ce bonhomme me raconte, il dit, on approchait du village, Emmanuel m'appelle sur je sais pas comment, le Kécher, non, aide-moi, le Kécher m'appelle et me dit, écoute, laisse tomber, c'est moi qui vais diriger l'opération de libération, toi tu restes à l'arrière. Il dit, j'ai été très vexé parce que c'était la première opération à laquelle qu'on m'avait confiée. Et donc j'ai été vexé. Je n'ai pas parlé Emmanuel pendant des mois. Et un jour, le temps est passé. Un matin, vers 6 heures du matin, on tape à ma porte. J'ouvre. Emmanuel était en tenue d'officier, enfin en tenue de l'armée, ce qui n'était pas rare, ce qui était presque inexistant. Ces gens se baladent toujours habillés en civil. Sauf pour des réunions avec le chef du gouvernement ou quelque chose d'officiel. Et elle me dit, Emmanuel en tenue, j'ouvre la porte 6 heures du matin, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, rien, il ne se passe rien du tout. Ce soir, c'est Yom Kippour, je suis venu te demander Mérida. En vérité, le garçon m'a dit, mon vrai problème, c'est que je ne sais pas ce qu'était Mérida, il faut que je me le fasse traduire plus tard. Voilà, Emmanuel avait été conscient qu'il avait vexé. C'était des choses qui étaient très importantes pour Emmanuel, les rapports humains. Le fait d'avoir vexé quelqu'un était quelque chose de terrible pour lui, même si c'était pour des raisons professionnelles. Un deuxième exemple, une deuxième opération qui est tombée dans le domaine public, c'est la libération de Mustapha Dirani. Le rapt, le kidnapping de Mustapha Dirani. Mustapha Dirani est un grand bandit qui dirigeait aussi une bande de grands bandits qui auparavant avait été responsable quelques années auparavant de Hamal. Hamal est une formation de gauche, musulmane, mais de gauche, au Liban. Et puis un jour, il s'est installé à son compte, a monté une bande de voyous et faisait des opérations pour leur compte, qui rapportaient de l'argent. Et un jour, un pilote, un avion israélien a été abattu au moment où nous étions présents au Liban. Un avion israélien a été abattu au-dessus du Liban et dans l'année 87. Et le pilote a réussi à être sauvé en tombant dans un territoire qui était sous contrôle israélien. Et le copilote, malheureusement, est tombé blessé au sol, fait prisonnier par des villageois. Et puis, les heures sont passées et notre ami Mustapha Dirani entend dire que des villageois ont entre leurs mains un pilote, vient et rachète le pilote, comme une marchandise, lequel était blessé, se balade avec lui dans le coffre de sa voiture, de sa Mercedes, et il ouvrait de temps en temps et touchait un peu d'argent pour montrer l'Israélien blessé qui saignait. Et puis, les traces du copilote ont disparu. Ron Arad, vous avez sans doute reconnu, il s'agit de Ron Arad. Ces traces ont disparu, le temps est passé,
tout ce qu'il y a de secret et moins secret en Israël, à chercher à savoir où Ron Arad avait pu disparaître. Certains pensaient qu'il avait été tué dans un bombardement israélien, qui visait bien sûr pas Ron Arad. Et enfin, un jour, l'armée a décidé de remonter sur les traces de Ron Arad. Et 4 ans, 6 ans, 7 ans après, on a chargé Emmanuel, qui était un jeune officier dans la Seine-Maréchal, de préparer une opération de libération de Mustapha Dirani. Alors, je passe rapidement. Il s'agit de kidnapper quelqu'un en territoire libanais, qui habite dans un village où tous les enfants, depuis l'âge de la bar mitzvah, ont chacun sa Kalachnikov, c'est-à-dire tout le monde est armé jusqu'aux dents. Et il ne s'agit pas d'une opération militaire où on attaque un village, il s'agit d'une opération qui doit être discrète, piquer comme ça quelqu'un au milieu d'un village. Le choix de la nuit, le choix c'est la nuit, le choix de l'époque c'est le ramadan. Les nuits du ramadan, les gens de minuit à 4h, 4h30 dorment très profondément parce que bon, ils ont pris le dernier repas vers minuit, le plus tard possible, le premier repas avant le lever du jour, et donc leur sommeil est très lourd. C'est le temps qui est choisi et l'opération est préparée pendant des semaines et des semaines. Elle est peaufinée jusqu'au moindre détail pour qu'elle se fasse en quelques minutes et pas en quelques heures. Il ne s'agit pas d'attaquer un village, il s'agit de rentrer quelque part, rentrer dans une maison, piquer quelqu'un et le mettre sur ses épaules et le ramener le plus vite en Israël. En général, les hélicoptères se déposent le commando relativement loin, donc il faut se préparer à mettre sur son dos quelqu'un pendant des kilomètres et des kilomètres. Emmanuel est chargé dans cette opération avec un autre officier plus supérieur que lui, mais qui était à l'époque pas en active, de rentrer dans la maison où Dirani dormait, habitait, et de deux côtés de la maison, deux petites formations de 4 soldats, l'une dirigée par Emmanuel, l'autre dirigée par Lior Lotan. Je dis son nom parce qu'il est connu, c'est lui qui a en réalité raconté cette histoire tellement de fois qu'elle n'est plus secrète, donc je me permets de la raconter. Et les deux sont supposés entrer des deux côtés d'une villa, liquider les gardiens, et puis arriver dans la chambre. Tout ça en quelques secondes. Ce genre de choses ont été fait des dizaines de fois à sec, comme ça, dans le terrain de l'unité, pour ne pas perdre une seconde. Et Lior, Lotan et Emmanuel sont supposés se retrouver devant la porte de Mustapha Dirani, y faire irruption, lui sauter dessus, lui mettre une cagoule, je ne sais quoi exactement, l'endormir, lui poser une de questions à froid, ce qui est très important parce que les premières réponses risquent d'être les bonnes, l'endormir, le mettre sur leurs épaules et puis le sortir de là. Alors, me raconte Lior Lotan deux choses. Il dit d'abord, tout s'est passé comme sur du papier à musique. On s'est retrouvés, lui et moi, devant la porte et il est 1h du matin, 2h du matin, et Emmanuel se conduit exactement comme au théâtre. Il se courbe et il me dit, mais Khavre, s'il te plaît, passe le premier. Vu l'âge. Et comme si on était maintenant en train de jouer. J'en fais irruption et je saute, raconte, je saute sur Dirani, je commence à me battre avec lui, Dirani étant très costaud, Emmanuel me disparaît, la femme pousse des hurlements qui risquent de réveiller tout le village, et Emmanuel disparaît. Et pendant 1, 2, 3 secondes, je me bats seul, je ne sais pas où est Emmanuel, et il fait noir, Dirani a sorti son pistolet, j'ai réussi à le neutraliser, et Emmanuel tout d'un coup réapparaît, il a un vêtement dans ses mains, il couvre les épaules de la femme, il dit quelques mots en arabe à l'oreille, et elle cesse de crier. En réalité, ce qu'Emmanuel avait identifié comme danger, ce n'était pas d'Irani, c'était le fait que la femme pouvait réveiller le monde entier.
Cette histoire est racontée dans toutes les unités chez les jeunes qui se préparent à ce genre d'unité en disant qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez continué à crier? Non. La seule solution pour sauver l'opération et que nos soldats ne se fassent pas tuer, c'était de la descendre. Or, Emmanuel ne l'a pas descendu. Est-ce que vous auriez fait la même chose? C'est une question qu'on pose tous les jours. Est-ce que vous auriez fait comme Emmanuel ou pas? Pour Emmanuel, si on pouvait éviter de tuer une femme qui ne lui avait rien fait, eh bien, il a tenté le coup, ça a marché, ça a pris quelques secondes de trop, mais il semble que ça a été une bonne solution sur le plan moral. Deuxième, et puis l'opération, grâce à Dieu, c'est terminé en mettant d'Irani avec une bonne dose de soporifique dans le corps. Ils l'ont mis sur le dos, ils l'ont sorti. Il y a eu deux soldats blessés, parce que les gens du village, quand même, ont entendu la femme crier. Mais il n'y a eu que des échanges de feu, de coups de feu, mais enfin, ils ont réussi à se sauver. Ils sont arrivés à 3 heures du matin, à 4 heures du matin dans leur unité, ou 5 heures du matin, c'était à 5 heures du matin, c'était le jour se levait à peine. L'opération était donc connue comme couronnée de succès. Les attendait le chef du gouvernement, le ministre de la Guerre, et qui ne les attendait pas là-bas, avec un buffet fabuleux préparé rapidement la nuit pour accueillir les soldats. Et puis les soldats descendent de l'hélicoptère l'un après l'autre, après avoir remis d'Irani à qui il fallait. Et puis le chef du gouvernement à l'époque dit mais où est Emmanuel? Il serre la main de chacun, puis le dernier passe, et où est Emmanuel? Alors quelqu'un dit ah, Emmanuel, il a couru à Petar Tikva. Qu'est-ce qu'il y a à Petar Tikva? Pour essayer de ne pas rater la tefila de Shacharit. C'était le Shabbat. Emmanuel a fait un choix, soit serrer la main et se faire féliciter comme tout le monde, soit arriver à l'heure à la tefila. Et comme c'était à pied et que c'était assez loin, donc il avait intérêt à se brouiller. Voilà, c'était ça, Emmanuel. Il savait faire des choix. Mais modestement, naturellement. C'est-à-dire pas. Il ne voyait pas en faire quelque chose d'exceptionnel. Puis toute sa vie ressemblait à ça. Toute sa vie a ressemblé à ça. Modeste, il rentrait chez nous quand il y avait une fête, il rasait les murs pour ne pas déranger, parce que tout le monde disait « Ah, Emmanuel est arrivé ». Alors, il s'arrangeait pour s'écraser contre les murs pour qu'on ne le voit pas. Et puis, lorsque la fête allait déjà s'approcher de la fin, Emmanuel disparaissait, il était à la cuisine en train de laver la vaisselle. Voilà, lui et son frère, enfin, il a un frère qui faisait la même chose. Apparemment, c'est une unité où on apprend à faire la vaisselle. Et voilà, c'est ce que je pourrais raconter en quelques mots sur Emmanuel. Oui, je crois que tu as raconté l'essence, tu n'as pas raconté, tu as pris juste ce petit exemple qui, je crois, est pas une petite leçon, mais une très, très grosse leçon de morale. Je crois qu'en écoutant même le ton avec lequel tu le racontes, on sait très bien, sans le savoir, parce qu'on en sait évidemment encore beaucoup moins que toi, que les petites anecdotes que tu nous as racontées sont des anecdotes, j'allais dire, presque secondaires de la vie de ce héros d'Israël, et tu as voulu quand même, parce que je crois que c'est une Shocheleth Mishparti, je ne sais pas ce qui se passera avec les enfants, les petits-enfants, mais je crois que tu dois nous dire 2 mots sur ta maman, que tu as évoqué tout à l'heure, faire un petit peu ce lien. D'accord. D'accord. Lorsque nous sommes montés en Israël, mes parents se préparaient déjà à quitter la Belgique. Ils habitaient la France avec nous, ensuite ils sont passés en Belgique. Et puis, lorsqu'on a quitté la France pour Israël, mes parents se préparaient à quitter. Enfin, ils se trouvaient déjà seuls. J'avais une sœur qui habitait New York, une qui était allée, je ne sais pas quoi faire au Maroc, pour peu de temps du reste. Et donc, ils ont décidé de partir à New York. Mais, et de là-bas, après 2-3 ans, ils ont habité au Canada. Et dès les premiers jours du Canada, ma mère a décidé de venir nous rendre visite. Et on est en 1976, 4 ans après notre alia. On a déjà vu les parents, mais là, elle vient, elle, nous rendre visite assez longuement. Et sur le retour, elle doit passer à Paris et pour un mariage. Et elle doit partir un samedi soir. Et avant de partir, je lui dis, maman, mamie, tu sais, demain matin, je te réveille à 3h30. Alors va dormir parce que ton avion est à 6h. 6h, mais c'est trop tôt. Je dis, oui, il faut arriver 2 heures avant. Il faut que... Et je peux pas. Elle m'a dit, je peux pas me lever. Je dis, pas te lever, enfin, on n'a pas le choix.
elle devait partir par la Sabena. Elle me dit, bon, alors trouve-moi un autre avion. Je dis, comment tu veux que Motsei Shabbat, je te trouve un autre avion. Ma mère était, bon, ça l'aimait bien, hein, elle était un peu fantaisiste. Alors bon, On a perdu Ilan ou c'est moi? נראה לי שכן, שנייה, אני אתקשר אליו. Entre-temps, si vous avez vraiment quelques petites questions auxquelles je ne vous assure pas qu'il pourra répondre, mais vous pouvez nous les envoyer par chat dans l'espoir qu'on puisse retrouver la communication avec Ilan. אני רואה שהוא עדיין מחובר, il est toujours connecté, mais Problème de son? peut-être, oui. Je vais demander. C'est des désagréments du direct, effectivement. vous m'entendez? Voilà, maintenant oui, on a été juste coupé quand tu as changé le vol de la Sabena de ta maman. On a juste été coupé. Tu m'entends, Ilan? Tu n'entends pas. Est-ce que tu as touché un bouton chez toi? Non, non, j'ai rien touché. Non, Alors, on t'entend, voilà. vas-y, tu peux parler. Bien, Donc, parfait. on a été interrompu quand tu as changé le vol de ta maman. Voilà, donc j'ai changé le vol de ma maman, on a trouvé un vol d'Air France, tout était parfait. Un petit détail qui était un énorme élément dans l'affaire, on est arrivé très en retard à l'aéroport, on a trouvé là-bas un couple qui attendait le départ de l'avion avec leur fils, un jeune garçon de 13 ans qui mesurait au moins 1,80 m à 13 ans. Et c'était le Rav Livni, Zirkon Livracha, et qui nous dit, ah, votre maman part, est-ce qu'elle pourrait surveiller notre fils, notre jeune fils? Tu parles, il avait 30 cm de plus, deux têtes de plus. Il part on lui offre un petit voyage en France pour sa bar mitzvah. Est-ce qu'elle pourrait le surveiller? Ben, avec plaisir. Et ma mère dit, c'est parfait, comme ça il prendra mes valises. Il avait de quoi prendre 4 valises. Et donc, il se retrouve près d'elle dans l'avion. Et je passe sur les détails. L'avion s'arrête à Athènes, monte là-bas les quatre terroristes. Et précision que les avions faisaient des escales à une époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, non, parce qu'en réalité, le vol avait été dédoublé. En réalité, il y avait 2 vols qui portaient le même numéro. Le deuxième vol manquait de clients, donc ils sont allés en ramasser à Athènes. Le premier est parti plein, est arrivé à l'heure. Le second est arrivé, n'est jamais arrivé, mais il passait par Athènes. Les terroristes ont fait irruption dans la cabine, dans l'avion, et ont demandé aux voyageurs de déposer leur passeport dans une couverture que transportait une bonne femme, une terroriste. Et donc ma mère, comme tout le monde, a mis son passeport, enfin un passeport. Et puis elle s'est dit, attends, s'ils nous fouillent, ils vont trouver peut-être d'autres passeports. Alors, elle a rappelé la bonne femme, j'ai un autre passeport. Elle lui a donné un autre passeport. Ma mère collectionnait les passeports. C'était un gros problème. C'est une maladie qui est peut-être typique des Juifs. Mais elle collectionnait les passeports, les cartes d'identité. Elle avait un passeport, une carte verte américaine, un passeport canadien, un passeport marocain, espagnol, français, belge, enfin, la folie, quoi. Donc, elle s'est dit, peut-être qu'ils vont... Et alors, la femme revient, et puis elle l'a rappelé en disant, j'ai encore quelque chose. Et alors là, ils ont attrapé ma mère par les cheveux, ils l'ont mise au fond de l'avion et en se disant, on est tombé sur une bonne cliente, ça doit être une espionne. Bon, finalement, après quelques deals de varim, ils ont compris qu'il n'y avait rien à tirer de ma mère et que c'était simplement une femme qui aimait les passeports, mais ils sont restés furieux contre elle et ça va jouer un certain rôle jusqu'au bout.
Lorsque l'avion arrive à Entebbe, contrairement aux injonctions des terroristes qui demandent aux voyageurs de fermer les hublots, ma mère ouvre le sien pour voir ce qui se passe et elle note. Et quand je dis elle note, c'est-à-dire elle note sur papier. Elle note que les terroristes qui sont descendus de l'avion, certains, embrassent les, les gens qui étaient les Noirs qui étaient dehors, quoi. Les Noirs, parce qu'ils sont noirs. Enfin, Les Ougandais. les Ougandais, voilà. Les Ougandais qui étaient dehors. Et donc, il y avait certainement un rapport, quel qu'il soit, entre eux. Elle note ça. Et ma mère notait tout. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'aéroport, les Français ont été séparés des Israéliens et le jeune garçon a été mis en fond de salle avec les Israéliens et ma mère en début de salle. Les deux parties de l'immense salle qu'il y avait à Entebbe a été partagée par des WC chimiques qui ont été mis dos à dos. Et donc le garçon s'est retrouvé de l'autre côté, ma mère à l'avant. Au bout de quelques heures, ma mère dit, mais attends, moi, on m'a confié ce garçon, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans les WC, elle grimpe, elle passe d'un WC à l'autre, elle descend et va voir le garçon, tout simplement. Elle se retrouve avec les Israéliens pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et là-bas, elle découvre que sous les fenêtres de la salle, il y avait des cartons reliés par des fils électriques. Alors, elle s'en inquiète et un des Israéliens qui avait l'air de savoir de quoi il parlait, dit, vous inquiétez pas, on a déjà ouvert, il n'y a rien dans les cartons. Bon, ma mère a quand même noté le détail. Et puis, elle a noté aussi que par les fenêtres, on voyait que c'était les gardiens qui gardaient la salle de l'extérieur étaient des Ougandais et à l'intérieur, il y avait deux terroristes qui gardaient les Israéliens. Tout ça a été noté dans son calepin. Les jours sont passés, elle est allée voir le chef des terroristes qui parlait espagnol, c'était un Allemand, mais il avait habité l'Argentine. Et bon, il a dit, je suis malade, je suis cardiaque, j'ai des problèmes, enfin bon, ce qui était presque vrai. Elle prenait des médicaments, mais à mon avis, il n'y avait rien dans ces médicaments. Enfin, bon, elle a toujours pensé qu'elle était cardiaque. Et donc, j'ai besoin de médicaments. Elle dit, ne vous inquiétez pas, dès qu'on libère, on va libérer certainement quelques-uns, on fait des négociations. Et mardi, ils ont libéré une centaine de voyageurs. Ma mère n'est pas dans le lot. Elle va le voir en disant, tu m'as promis, tu aurais dit, on va encore négocier. Et donc, jeudi, recommence les négociations. Moi, de mon côté, j'étais en permanence en contact avec quelqu'un du Kenya, avec une femme du Kenya qui travaillait à la Croix-Rouge kenyatite et qui était au courant de tout ce qui se passait sur place. C'était le Kenya qui était en quelque sorte le lien entre l'Ouganda, en tout cas Entebbe, et le reste du monde. Et cette femme me dit non, s'il y a quelque chose, je le dirai. Et donc, on a été en contact toutes les heures, j'ai téléphoné. Elle m'a annoncé qu'il y avait des gens qui seraient libérés dans la journée. Les heures sont passées. Elle m'a annoncé qu'il y avait une centaine de personnes. Vers 9-10 heures, elle m'a annoncé qu'il y a 100 personnes qui sont rentrées dans l'avion. Mais ma mère y est-elle? Je ne sais pas. 9h30, ta mère n'est pas sur la liste. 10 heures, dit on recompte les gens, ils sont 102 dans l'avion. Bon, 11 heures, elle me dit oui, 102, mais il y a 2 femmes dans l'avion. Bon, est-ce que c'est ma mère? Je ne sais pas. Et vers 1h du matin, on reçoit un coup de téléphone de Paris. Les voyageurs étaient arrivés, ma mère était dans l'avion. Et ma mère était dans l'avion, c'est-à-dire que 101 passagers sont descendus et une passagère refuse de descendre. C'est ma mère, elle réclame sa valise pour se changer. Elle dit, je ne peux pas descendre comme ça, on ne s'est pas changé pendant une semaine. Et puis ça dure comme ça un certain temps, jusqu'au moment où les gens d'Air France ont compris que le seul moyen de se débarrasser d'elle, c'est de lui envoyer un jerrycan d'eau chaude avec une hôtesse de l'air et des vêtements d'hôtesse d'Air France, et il n'y avait pas autre chose. Donc ma mère est descendue 1 heure après tout le monde, habillée en hôtesse de l'air, et après avoir pris une bonne douche qui avait fait, qui a mis l'avion sens dessus, sens dessous. Elle a été abordée par
le chef du SDEC français. Elle a refusé de lui parler. On lui racontait un truc complètement fou, que les passagers s'étaient réunis là-bas, comme s'ils ne s'étaient jamais réunis. Ils avaient décidé que personne ne parlerait jusqu'à ce que le dernier soit. Elle a dû lire ça dans un roman, jusqu'à ce que le dernier des passagers ne soit libéré. On ne parle pas. Elle a été approchée plus tard, quelques minutes après, par l'ambassadeur d'Israël, auquel elle a demandé de s'identifier. Donc, il a sorti son passeport. Il a raconté lui-même l'histoire. Il a dû sortir son passeport diplomatique en disant voilà, je suis Rosette, je suis l'ambassadeur, etc. Et puis, de là, elle a été prise à l'ambassade et elle a passé sa nuit à sortir d'abord son calepin. Et dans son calepin, il y avait énormément de détails, y compris le plan de la salle où elle était et plus ou moins le plan de la salle où étaient les Israéliens. Voilà. Et c'est à peu près la seule information que les gens de la Sayeret Matkal ont reçue lorsqu'ils ont reçu comme mission d'aller. Vendredi, ils ont reçu donc, le détail de l'interrogatoire qu'elle a subi, qu'il a eu avec elle. Et vendredi matin, le second élément qu'ils ont reçu et qui complétait le premier, c'est qu'ils ont reçu la photo aérienne d'un Piper Cub, un petit avion qui était supposé un avion qui arrosait les champs, mais qui en réalité était conduit par quelqu'un du Mossad et qui avait photographié le haut, le toit de l'aéroport. Cet aéroport qui avait été construit par les Israéliens des années auparavant avait été totalement transformé, qui avait été agrandi. Donc, la photo de l'aéroport d'en haut ne donne pas les fenêtres ni les voies d'accès. Elle ne donne que le toit. Et ma mère a donné les détails du bas. Alors, finalement, le toit plus ma mère en bas, vendredi, déjà, le puzzle commençait à prendre forme. Et je crois que la décision qui a été prise de l'opération a été prise vraiment à la dernière seconde, quand ils ont réussi à coordonner le toit pris en photo avec les détails que ma mère avait portés. Et je crois que Shabbat, ils étaient déjà en route vers l'Antébé, alors que l'opération n'avait pas été encore autorisée. Elle a été autorisée lorsque les avions étaient en vol. Et voilà, si ma mère a joué un rôle, elle ne s'en est pas du tout rendue compte, elle n'était pas du tout fière. Puis, nous a raconté quand même une partie, mes enfants rigolaient en disant bon, c'est l'histoire de grand-mère, c'est une bonne blague. Ce n'est que beaucoup plus tard, et surtout lorsque dans le musée Rabin, on a accordé à ma mère, qui était déjà décédée malheureusement, un mur entier pour raconter son histoire, et aussi celle d'Emmanuel. Mais enfin, c'était surtout parce qu'elle était la grand-mère d'Emmanuel. Pardon, parce qu'Emmanuel était son petit-fils, qu'il a eu droit à une partie du mur. Voilà. Ma mère était une héroïne sans le savoir. Voilà, une héroïne sans savoir, un héros sans qu'on puisse le voir. Et je crois que pour les gens qui ont fait attention et qui ont compris quelque part que finalement, les gens que ta maman a informés, finalement, c'était quelque part, évidemment, l'unité d'Emmanuel. Avant qu'Emmanuel soit né. Non, il était déjà né, il avait mis tes gosses. Enfin, voilà. Et donc, il avait 5 ans. C'est aussi pourquoi je voulais boucler la boucle. Ça veut dire que c'était la Yechidat HaMivtzaïm, l'unité opérationnelle des renseignements israéliens au plus haut niveau, qui a ensuite été très très proche de Emmanuel, qui est à l'origine de la libération d'Antébé, sur lesquels voilà, donc héroïsme, sionisme et modestie. En une petite heure, on a eu une petite teima. Je remercie vraiment Ilan. Je sais qu'il n'y a pas de questions parce que j'ai fait comprendre qu'on ne pourrait pas poser de questions. La seule surprise que nous avons eue ce soir, c'est qu'une de nos auditrices était aussi à Antébé, Madame Diane Kaufmann. Donc voilà, si vous voulez prendre contact plus tard, elle était là ce soir. Volontiers. Et on trouvera comment vous mettre en contact. Elle est à Toulouse actuellement. Volontiers. Et voilà. Et même pour ceux comme moi qui ont entendu ces histoires avec un grand H plusieurs fois, je crois que c'est toujours aussi émouvant parce que c'est
ces petites histoires font partie de la grande histoire d'Israël. Et merci, Ilan, de nous avoir fait partager en filigrane, j'allais dire, une toute petite partie de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Dans Je vous l'espoir, remercie, si Maël. Dieu veut, qu'on puisse un jour encore plus donner sa juste place à Emmanuel dans l'histoire d'Israël, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Pas trop quand même, parce qu'il était tellement humble que là-haut, il doit quand même nous faire des reproches. Alors bon. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. תודה לכם. Et Chag Urim חג אורים Sameach. שמח. תודה רבה. Voilà, comme tout.